Il est 14h, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble dans l'après-midi info jusqu'à 17h. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité de ce samedi, les organisations de jeunesse soutenues par la France Insoumise défilent aujourd'hui à Paris contre la réforme des retraites avec l'espoir de rebondir sur le succès de la mobilisation intersyndicale de jeudi. Nous serons sur place dans un instant avec nos reporters. On en parle bien sûr avec nos invités en plein tout. Nous suivrons également une marche blanche qui a été organisée cet après-midi en hommage à Tidiane à Thiais. La famille de l'adolescent qui a été poignardé à mort lundi se rassemblera pour demander à ce que ce drame ne se reproduise plus jamais. 4 adolescents ont été mis en examen et incarcérés dans cette affaire. Et puis les alliés de l'Ukraine ne sont pas parvenus hier à s'entendre sur la livraison de chars lourds à l'Ukraine. Grosse désillusion pour Kiev qui les réclame vivement mais devra attendre d'autres échanges et un feu vert de l'Allemagne. Deux jours après une mobilisation importante jeudi contre la réforme des retraites, nouvelle manifestation donc aujourd'hui. Cette fois, ce sont les organisations de jeunesse qui se mobilisent, soutenues par la France Insoumise. Ça se passe à Paris. Vous voyez le parcours de ce cortège de la place de la Bastille jusqu'à la place de la Nation. On va rejoindre Dominique Marie. Vous êtes, Dominique, en tête de cortège du côté de la rue du Faubourg Saint-Antoine, je crois. Dominique, pourquoi ces jeunes se mobilisent-ils aujourd'hui? Donnez-nous les revendications. Bien, il y a des jeunes qui ont fait leur calcul en fait, tout simplement parce que vous savez que l'âge de départ légal à la retraite, c'est 64 ans. Mais quand vous êtes étudiant, vous avez fait 5-6 ans d'études, il va falloir travailler plus pour avoir toutes vos annuités de cotisation. Vous pourriez partir à 64 ans, mais vous auriez une retraite qui serait décotée et moins importante que celle que vous auriez si vous allez jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à 67 ans. Alors évidemment, ça a fait réfléchir un certain nombre d'étudiants qui sont venus ici. Il y a des lycéens et aussi pas mal d'organisations politiques. Regardez, il y a des tas de drapeaux. Il y a le Parti ouvrier un peu plus loin, le NPA, les Verts, la NUPES aussi, les drapeaux NUPES et beaucoup de drapeaux LFI. Et puis il y a dans ces rangs beaucoup d'organisations syndicales étudiantes. C'est le cas d'Éléonore. Vous êtes étudiante entre Strasbourg et Paris, étudiante en sciences politiques. Vous représentez le syndicat L'Alternative. Et c'était vraiment important d'être là aujourd'hui pour défendre votre retraite, même si je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'est pas pour tout de suite. J'ai 22 ans et justement là avec la réforme des retraites, je partirai à 67. Ce qui est quand même un petit peu tardif. Et donc effectivement pour l'Alternative c'était important d'être à l'initiative de cette mobilisation de la jeunesse pour montrer que la jeunesse elle se mobilise aussi sur la question des retraites, que c'est un sujet intergénérationnel, notamment dans un système par répartition comme on connaît aujourd'hui avec la solidarité. Et donc c'était important pour nous d'être là, de montrer qu'on lâchera rien et qu'on sera mobilisé jusqu'au bout, jusqu'au retrait de la réforme. Alors mobiliser comment? Parce qu'on sait que par le passé, quand la jeunesse s'est mobilisée, ça a fait trembler des gouvernements. On pense au CPE notamment. Est-ce que vous militez pour qu'il y ait des blocages dans les lycées, dans les universités? Effectivement, la jeunesse, elle est motrice de la mobilisation. On a souvenir effectivement du CPE, on a souvenir même de 2016, la loi travail, il y avait une forte mobilisation de la jeunesse. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que là, on va commencer à mobiliser déjà dans les universités, à s'organiser en assemblée générale, et on ira effectivement jusqu'au blocage des universités si c'est nécessaire. Donc ça, ce sera décidé en AG dans les jours prochains, c'est ça? C'est ça sera décidé en AG. On en discute également en coordination syndicale étudiante avec les différentes forces étudiantes qu'on connaît ici. Et donc voilà, on coordonnera ça ensemble pour avoir un mouvement de masse, un mouvement étudiant qui serve le mouvement social. Je vous le disais, il y a beaucoup de drapeaux de LFI. Vous ne craignez pas d'être récupéré par un parti politique, même si j'imagine vous êtes plutôt d'une fibre de gauche si vous êtes dans la rue aujourd'hui? Effectivement, on est des militants syndicaux, on est des militants politiques. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de militants politiques, notamment de la France Insoumise, qui sont là. Et tant mieux, l'important c'est de construire un rapport de force qui permette de mettre en échec ce gouvernement. Et on sait aujourd'hui que les partis politiques sont aussi un soutien important, notamment dans un cadre d'union de la gauche comme on connaît aujourd'hui. Voilà, des étudiants qui demandent donc le retrait de cette réforme. On va laisser Éléonore retrouver ses camarades un peu plus loin parce que le cortège devrait s'élancer d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Non, Dominique, on attend encore le début et la mise en action de ce cortège. Est-ce qu'il y a déjà du monde qui est rassemblé aujourd'hui? Alors c'est difficile de l'évaluer parce que moi je me trouve en tête de cortège, mais c'est vrai que les rangs sont en train de grossir. Il faudrait regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la place de la Bastille. Évidemment, on imagine que cette mobilisation elle sera pas aussi importante que celle qui a été lancée par l'ensemble des syndicats français. Ils n'étaient pas unis depuis au moins 10-12 ans comme ça. Mais c'est vrai que là il y a un certain nombre de partis politiques qui sont quand même venus. Vous voyez le drapeau d'Europe Écologie Les Verts un peu plus loin là-bas. Et puis c'est vrai que c'est une manifestation d'évidence puisqu'elle concerne la jeunesse. Il y a beaucoup de visages jeunes. Alors on verra tout à l'heure, on fera le point sans doute en fin de journée pour vous dire à peu près quelle est l'ampleur de cette mobilisation, même si c'est vrai, c'est toujours difficile à estimer.
Merci beaucoup Dominique Marie avec Valentin Rivolier, donc rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris. On en parle de cette mobilisation cet après-midi avec Alexis Cuvillier du service politique de BFM TV, Christophe Barbier, éditorialiste politique BFM TV. D'abord Christophe, un mot sur ces jeunes, ces jeunes qui se mobilisent donc aujourd'hui, qui sont dans la rue. Ça peut paraître lointain pour eux la retraite, mais il est important pour eux aujourd'hui d'être là et de se battre contre cette réforme des retraites. Oui, c'est d'abord une jeunesse qui cherchait depuis la Covid le moyen de revenir fortement, bruyamment dans le débat social. On n'a pas eu l'occasion depuis 2 ans. C'est une jeunesse qui a souffert pendant 2 ans, des études interrompues, une vie sociale, sentimentale, affective complètement brisée par la Covid et des angoisses supplémentaires. Évidemment, les angoisses liées à la crise économique et pour cette génération, l'angoisse suprême de la crise climatique. Donc comment on se met en colère? Bon, il y a eu une élection présidentielle. La campagne a été frustrante parce qu'elle a été écrasée par la guerre en Ukraine. Là, ça y est, il y a un grand texte social qui concerne toutes les générations parce qu'on peut se projeter, même si on a 22 ans, dans un avenir de retraite. Donc c'est l'occasion de descendre dans la rue. Alors attention, descendre dans la rue, c'est une chose. Arriver à participer à un mouvement social de blocage du pays, c'est autre chose. On a vu jeudi que les blocages de lycées ont été assez anodins et sans conséquence. On arrive vers les vacances de février, donc ça va être plus difficile de nuire à la machine gouvernementale en bloquant ces établissements. Néanmoins, cette jeunesse, elle est là dans toutes ses diversités. Elle était là jeudi, une manifestation qui n'était pas une manifestation seulement de syndiqués, mais aussi de jeunes, et elle sera là dans les prochains jours. Et on l'a vu, certaines personnalités politiques de la France insoumise se sont donc mobilisées auprès de ces jeunes aujourd'hui. On voit Louis Boyard notamment en tête de cortège avec derrière cette bannière. On a entendu cette première militante que ça ne dérangeait pas forcément que les filles soient présentes, que ça rajoutait peut-être du monde aussi dans cette manifestation, mais tout de même, est-ce qu'on n'a pas justement une sorte de volonté de récupération du mouvement du côté des LFI? Bien sûr, LFI dès le début, en programmant ce rendez-vous, cette manifestation, en refusant de l'annuler une fois qu'on a connu la date de mobilisation du 19 janvier, donc 2 jours avant aujourd'hui, eh bien LFI a joué un jeu de récupération politique. LFI vit avec le souvenir du mouvement des Gilets jaunes que LFI n'a absolument pas su contrôler, absolument pas su récupérer, et donc la colère sociale, LFI veut en avoir le monopole. Et surtout les jeunes, la jeunesse, est-ce que c'est un électorat qui lui est favorable? Et la jeunesse, c'est un électorat qui lui est favorable, et c'est un électorat aussi, c'est une jeunesse active qui peut noyauter, rentrer dans les divers partis. Les mouvements de jeunesse, notamment par exemple le mouvement de jeunesse socialiste, ont beaucoup pesé pour les virages idéologiques de leur famille, de leur parti, vers une gauche plus radicale. Donc c'est un enjeu pour LFI qui permet aussi de faire oublier tous ces tracas actuels, et il y en a beaucoup. Quelques précisions justement sur le rôle de la France insoumise par rapport au mouvement d'aujourd'hui. L'entourage de Jean-Luc Mélenchon assiste bien sur un point, ce n'est pas la marche de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas la marche de la France insoumise, c'est une marche organisée par une dizaine d'organisations jeunesse, avec, on l'a dit avec Christophe, un soutien actif évidemment de LFI. Vous voyez donc, vous le disiez Fanny, le député Louis Boyard qui est en tête de cortège auprès de plusieurs dirigeants d'organisations étudiantes et lycéennes. Jean-Luc Mélenchon lui-même sera présent dans ce cortège. C'est un choix qui a été fait par des élus LFI, qui n'est pas forcément celui d'autres élus de la NUPES, qui estimaient qu'il était préférable de laisser plutôt toujours la balle de la mobilisation dans le camp des syndicats. Mais voilà, pour cet événement, c'est vrai qu'il y avait quand même la volonté de la France insoumise de ne pas complètement laisser la totalité de ce mouvement de contestation aux syndicats, d'où le maintien de ce mouvement aujourd'hui en partenariat avec les organisations jeunes. Au milieu de ces organisations de jeunes, on voit une écharpe bleu, blanc, rouge, celle du député donc Louis Boyard qu'on mentionnait, député La France Insoumise du Val-de-Marne qui est donc présent dans ce cortège. Il s'est exprimé tout à l'heure. Pour lui, les jeunes ont raison de se mobiliser. Écoutez. La jeunesse a raison de se mobiliser et même qu'il faut qu'elle se mobilise. Nous avons 2 millions de personnes qui étaient présentes dans la rue jeudi, un front syndical uni, la NUPES qui est rassemblée au Parlement pour mener la bataille, et la dernière carte à jouer pour nous assurer la victoire de ce mouvement, c'est la jeunesse. Il faut que dans les universités, ça se mobilise. Il faut que dans les lycées, ça se mobilise. On n'arrête pas d'enchaîner des réformes des retraites et on fait partie d'une génération qui sera sans retraite. Christophe Barbier, comment est-ce que ça pourrait peser sur un éventuel retrait de cette réforme des retraites? C'est ce qui est souhaité dans ces manifestations. Cette mobilisation
étudiante. C'est une angoisse permanente pour les gouvernements de voir la jeunesse descendre dans la rue et surtout de voir la jeunesse bloquer les établissements scolaires. Ça, c'est de tous les gouvernements sur toutes les réformes. Il y a en plus le souvenir, même si cette génération n'en a peut-être pas le souvenir, du CPE. Le CPE, le centre premier emploi 2006, où l'addition de la colère sociale et de la colère étudiante avait entraîné un blocage et ça avait mis en échec non seulement le gouvernement, mais le Parlement. C'est-à-dire que le Parlement avait voté le texte et Jacques Chirac ne l'avait pas promulgué, c'est-à-dire qu'on avait inventé ce qu'on appelait la susmulgation, à moitié promulgué, à moitié suspendu. C'est un cas de jurisprudence presque dans les annales législatives. Donc c'est une angoisse évidemment pour le gouvernement. Néanmoins, on voit que c'est la frange de la jeunesse la plus politisée, la plus militante qui est là sur le terrain. C'est la pointe de la flèche des activistes. On n'est pas encore avec toute la France de moins de 25 ans qui se joint à un mouvement social. D'abord parce que cette jeunesse, elle a compris que sa carrière serait hachée, qu'il y aurait des périodes de salariat, d'inactivité, d'indépendance, que le calcul linéaire d'une retraite, ça n'était plus pour elle. Donc quand on entend cette jeune fille dire avec la réforme, je vais devoir travailler jusqu'à 67 ans parce que je fais des études un peu longues, non. Déjà actuellement, il faut avoir 67 ans pour avoir une retraite complète si on n'a pas le nombre de trimestres. Donc ça ne change rien pour elle qui va entrer dans la vie active tardivement puisqu'elle a fait des études. Non, les jeunes devraient plutôt se battre pour qu'on repense complètement le système de manière à tenir compte de parcours qui ne sont pas les parcours de leurs parents et grands-parents qui rentraient à l'usine à 16 ans et qui gardaient le même poste jusqu'à 60 ans. Eux vont aller à l'étranger, ils vont créer des entreprises, des start-up, faire du télétravail, être en CDI, certains passer par l'intermittence. Ce cocktail de régime, ça doit obliger à une révolution intellectuelle du système des retraites. C'est pas ce qu'on nous fait en ce moment, on nous propose une révolution comptable sur un système qui serait le même comme si on n'avait pas numérisé l'activité ou internationalisé le marché du travail. Donc cette jeunesse devrait exiger quelque chose de plus inventif. Vous leur donnez des idées. Restez avec nous Christophe, on continue bien sûr à suivre cette mobilisation des organisations de jeunesse soutenues par la France Insoumise cet après-midi dans les rues de Paris et Jean-Luc Mélenchon qui va arriver dans quelques minutes. On y revient, on suit tout ça, à tout de suite. Allez, on continue. Essayez d'esquiver. Allez, on y va. Hop. Regarde. Un petit U, ça va rentrer. Allez, on continue. On lâche pas, on continue. Allez, on cherche, on esquive. Allez, on continue. Allez, on continue. On y va, allez. Hop. Voilà, formidable. Un geste bien répété finit toujours par payer. Allez, on continue. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue avec le temps. Continuons la vaccination. Avec l'argent, on peut partir loin. Mais on peut aussi faire avancer les choses ici. Grâce à l'épargne Maïf, 1,2 milliard d'euros ont déjà été investis dans la transition énergétique. Choisir Maïf, c'est choisir une épargne responsable et solidaire. Maïf, assureur militant. M'aider. On va se cracher. Le crash. Ce sont mes passagers, ma responsabilité. N'était qu'un début. Gerard Butler. Je dois aller les libérer. Je vais avoir besoin de votre aide. Mayday, le 25 janvier au cinéma. Moi qui l'aime tant, je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Serrée par les bras gracieux, Roche-Beaubois, French Art de Vivre. Est-ce que Chloé ne va pas prendre sa voiture ce soir parce qu'avec son assurance auto-alliance, moins elle roule, moins elle paie? Non, évidemment. Si Chloé ne conduit pas ce soir, c'est parce qu'elle fête ses 30 ans et que la nuit risque d'être longue. Avec l'assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins vous roulez, moins vous payez. En choisissant un forfait kilométrique, vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre tarif auto-alliance. Comme j'aime, c'est simple et efficace. La preuve, j'ai perdu 12 kilos. J'ai perdu 15 kilos en 4 mois avec Comme j'aime. Moi, j'ai perdu 17 kilos. Et moi, j'ai perdu 13 kilos. Et je me sens bien dans mon corps, mieux dans mes baskets, mieux dans mes vêtements. Et ça fait plaisir, quoi. Alors, si vous voulez perdre du poids, lancez-vous dans un programme qui marche pour de vrai. Venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Alors, rendez-vous sur commej'aime.fr ou appelez le 0800 37 37 37, 0800 37 37 37.
Chez Poltron & Sofa, c'est votre dernière chance de profiter de la collection Révélation. Rêvez les yeux ouverts sur le canapé lit Casalia pour 739 € ou laissez place à la détente grâce au lit coulissant de Vigolo pour 880 €. Ce sont les derniers jours pour en profiter. Bientôt, la collection Révélation ne sera plus disponible. En plus, découvrez les nouveaux magasins Poltron & Sofa à Aurillac, Cambrai, Cherbourg, Chennevières-sur-Marne et Saint-Avold. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà! Comment envisagez-vous l'avenir? Babylone, la claque cinéma de l'année. Par le réalisateur de La La Land. J'ai déjà été mis sur la touche. J'assure toujours. Les enfants, ça tourne! C'est le couillon qui nous a envoyés pour nous enfler! Je suis là uniquement grâce à moi, pas grâce à eux. Retournement de situation. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Babylone, actuellement au cinéma. Hyundai Ioniq 6. C'est un grand pas pour l'électrique. Awaken your world. Pour une expérience inoubliable à bord de Hyundai Ioniq 6 100% électrique, réservez votre essai sur Hyundai.fr. Chez Poltron & Sofa, c'est votre dernière chance de profiter de la collection Révélation. Rêvez les yeux ouverts sur le canapé lit Casalia pour 739 € ou laissez place à la détente grâce au lit coulissant de Vigolo pour 880 €. Ce sont les derniers jours pour en profiter. Bientôt, la collection Révélation ne sera plus disponible. En plus, découvrez les nouveaux magasins Poltron & Sofa à Aurillac, Cambrai, Cherbourg, Chennevières-sur-Marne et Saint-Avold. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà! Jérém, toi, c'est trop bon. Ah oui, c'est trop incroyable. Pour vos journées, essayez le t-shirt Perco qui soulage le dos. Grâce à l'action de ses tenseurs, ce dispositif médical vous invite à vous redresser pour renforcer vos muscles. Il accompagne vos mouvements en toute discrétion. Et pour vos nuits, découvrez le matelas Perco qui soulage le dos. Conçu avec des professionnels de santé, il répartit idéalement votre poids pour soulager vos points de tension et réduit les contraintes sur votre dos. Profitez des soldes sur perco.com. Perco. Libérez votre dos. Allô, station orbitale ici la Terre, vous me recevez? Retour à la base, le poulet va refroidir. Roger, bien reçu. Repoussez les limites en mode Wi-Fi SIM avec la nouvelle Livebox et son Wi-Fi 6E. Orange. Et ce que je veux, c'est que vous, là, vous orbitiez tout autour. Ça tourne, donc là, on tourne. Allez-y, c'est parti, tournez tranquillement. Voilà, ça tourne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Voilà, le but du jeu, c'est de l'embrouiller. L'aspirateur Dyson V15 résout les problèmes de poils d'animaux. Il démêle, aspire les poils et révèle la poussière invisible. L'aspiration la plus puissante de Dyson. Nettoyage en profondeur des foyers avec animaux. Rendez-vous sur Dyson.fr et dans nos Dyson Demo Store pour découvrir les offres. 14h18, il y a 2 jours, vous l'avez vécu sur notre antenne, la mobilisation intersyndicale était très forte contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, nous suivons cette nouvelle mobilisation qui vient tout juste de s'élancer depuis la place de la Bastille à Paris en direction de la place de la Nation. Ce sont les jeunes, les organisations de la jeunesse qui sont rassemblées aujourd'hui, elles aussi, pour refuser ce modèle, cette réforme des retraites proposée par le gouvernement. Une manifestation soutenue aujourd'hui par la France insoumise, dont on voit certains responsables politique présent aujourd'hui. On va retrouver sur place dans le cortège Anne-Laure Bance. Bonjour Anne-Laure. Anne-Laure, vous êtes avec des manifestants, des jeunes notamment, qui se joignent au mouvement pour dire non à cette réforme.
Oui, bonjour Fanny. Effectivement, c'est une manifestation qui vient de s'élancer sous le soleil et à l'appel de 11 associations qui représentent la jeunesse. C'est une manifestation qui se déroule dans une ambiance bon enfant et je me trouve avec Michael. Bonjour Michael, vous êtes étudiant en sciences politiques en première année à Amiens. On va peut-être pouvoir marcher en même temps. Michael, expliquez-nous pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de défiler avec la jeunesse, mais pas que. Vous êtes aussi soutenu par des retraités et des syndicats. C'est le cas, effectivement. Aujourd'hui, on est très nombreux, que ce soit la jeunesse, les retraités, les processions actives. On est là pour défendre une mesure qui nous semble injuste pour une grande partie des citoyens. On a vu à peu près 70% des Français sont contre cette mesure, que tout le monde juge plutôt injuste, pas forcément justifiée, puisque les prévisions économiques du qu'a fait le corps ne sont, prévoit effectivement une hausse, mais moindre que prévu. Donc pour nous, cette réforme, elle est totalement injustifiée et pas utile. Vous défilez aussi au-delà de cette réforme des retraites pour votre quotidien. On a discuté ensemble juste avant ce direct de la précarité étudiante. Il y a des points pour lesquels il faut que vous vous battiez en tant que jeune face à certaines difficultés. Bah oui, je pense que les jeunes, on est concernés pour beaucoup de choses. La précarité étudiante, c'est très important. En ce moment, il y a Parcoursup qui a ouvert. Je l'ai vécu l'année dernière, Parcoursup, c'est un stress permanent. La précarité étudiante, pareil, c'est un gros problème chez beaucoup d'étudiants. Beaucoup sont obligés de travailler, privilégier le travail plutôt que leurs études pour pouvoir les financer. C'est vrai que c'est un véritable problème. Et on a un sentiment un peu d'être délaissés, nous les étudiants. On voit là, il y a un grand nombre de mesures qui sont annoncées pour l'inflation, pour l'essence, tout ça. Et à chaque fois, les jeunes, on est exclus. Donc oui, on a un véritable sentiment d'abandon vis-à-vis du gouvernement et du président de la République. D'avoir répondu à mes questions. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui la jeunesse défile. Le cortège vient de s'élancer place de la Bastille pour rejoindre la place de la Nation. Des jeunes mobilisés contre cette réforme des retraites, mais aussi d'autres combats de leur quotidien, notamment la précarité étudiante ou Parcoursup. Merci beaucoup Anne-Laure Bance, donc dans le cortège pour cette manifestation cet après-midi. Ce jeune qui parlait à l'instant du corps, le comité d'orientation des retraites, avec le président du corps qui d'ailleurs il y a 2 jours, le jour de la dernière manifestation, a fait, on va le revoir, cette déclaration qui est un petit peu surpris parce que ça ne va pas vraiment dans le sens de ce que dit le gouvernement, qui dit qu'il faut cette réforme de façon impérative pour préserver, éviter en tout cas le déficit du système des retraites. On va la revoir peut-être cette déclaration donc du président du... Voilà, ça arrive. Le Conseil d'orientation des retraites, c'est Pierre-Louis Bras qui disait « Les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. » Ça va dans le sens des manifestants, Christophe. Ça va dans le sens des manifestants, mais il faut bien se mettre d'accord sur les mots. Quand il dit à terme, c'est un terme assez lointain. C'est-à-dire c'est le moment où la bosse démographique sera passée, où il y aura moins de générations nombreuses qui arriveront à la retraite, parce que les générations nombreuses seront mortes, et donc les actifs auront à financer moins de retraités. Attention, sous réserve que l'espérance de vie n'augmente pas encore. On peut souhaiter que l'espérance de vie augmente et qu'on soit à la retraite jusqu'à 85, 90, 80, 95 ans, et si possible en bonne santé. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Après, il y a le problème du financement et de l'équilibre de ce système. Aujourd'hui, les régimes spéciaux dont on veut la fin du côté du gouvernement, ils sont équilibrés puisque le gouvernement met 30 milliards chaque année d'argent des contribuables pour qu'il y ait l'équilibre de ces régimes spéciaux. Donc il faut savoir comment on paye. Tout système peut être socialement souhaitable et politiquement proposé, à condition d'être financé. Or, pour financer, il y a les cotisations, il y a les impôts ou il y a la dette. Sauf que la dette, c'est des impôts pour après-demain. Et donc c'est là où le gouvernement a raté sa pédagogie. Le gouvernement a réussi à faire comprendre aux gens qu'il y avait une nécessité d'une réforme, parce qu'on est à 1,7 actifs pour un retraité, on sera un jour à 1,4 actifs. Donc de plus en plus de retraités sur les frêles épaules des actifs. C'est nécessaire. Mais il n'a pas réussi à convaincre les gens de l'urgence. Et en effet, des déclarations comme celle du patron du corps semblent accréditer l'idée qu'on aurait peut-être pu attendre 2 ou 3 ans et continuer à débattre de la meilleure façon de réorganiser et de financer le système des retraites. De ce côté-là, la pédagogie du gouvernement a été ratée. La pédagogie qui peut être réussie encore maintenant par le gouvernement, c'est la pédagogie de ce qu'ils ont appelé le sucré, c'est-à-dire les bonnes nouvelles. Travailler sur la pénibilité, travailler sur les carrières longues, travailler sur la retraite minimale, travailler sur les carrières des femmes. Là, dans le débat parlementaire, il y aura peut-être de véritables progrès sociaux à vendre à l'opinion. Les positions du Conseil d'orientation des retraites depuis le début, c'est un peu l'arlésienne. En fait, chacun y voit un peu ce qu'il veut y voir. Ouais. C'est-à-dire que les oppositions interprètent certaines informations du Conseil d'orientation des retraites, certaines déclarations en leur
sens. C'est le cas évidemment de cette prise de position que vous avez montrée à l'antenne il y a quelques minutes, alors que le gouvernement et l'exécutif disent qu'il faut se projeter à plus long terme. Ça, c'est évidemment toute la question pour maintenir la survie de ce système de retraite par répartition. Système de retraite par répartition qui n'est pas en danger, estiment d'autres opposants au projet de réforme du gouvernement. Donc on a souvent du mal à y voir clair. D'ailleurs, c'est un peu une constante sur ce débat. C'est parfois difficile sur les données factuelles. Il y a beaucoup d'arguments et de contre-arguments brandis avec des données qui semblent pourtant être factuelles entre les oppositions et le gouvernement. On a vu Olivier Véran hier qui dénonçait la prolifération de fake news au sein de la France Insoumise et du Rassemblement National. C'est difficile de dire qu'on veut faire de la pédagogie, qu'on veut expliquer aux Français quand on ne parle pas le même langage, qu'on n'a pas les mêmes arguments d'un côté ou de l'autre, qu'on n'a pas les mêmes chiffres, les mêmes données. En effet, c'est difficile. Peut-être que je rebondis sur ce que disait Christophe sur ces mesures plus positives, j'allais dire entre guillemets. Là, c'est peut-être un moyen pour le gouvernement et l'exécutif de venir rattraper un petit peu certaines personnes qui sont un peu opposées au principe de la réforme ou certaines personnes qui ont des réserves. Je pense notamment à ce qui se passe au niveau des Républicains ces derniers jours. Le soutien des députés, les Républicains, il sera clé dans l'hémicycle au moment où le texte va arriver à l'Assemblée le mois prochain. Donc là, le gouvernement, l'exécutif essaye parfois d'insister sur des choses qui vont peut-être aller mieux avec cette réforme, la capacité de maintenant mieux prendre en cause la pénibilité ou les carrières longues, même si là encore dans le projet, on voit bien, et les Républicains le disent, Éric Ciotti, qui a pourtant donné son crédit à cette réforme, l'a dit l'autre jour, ils attendent encore des efforts du gouvernement sur certaines prises en compte de carrières longues et de pénibilité. C'est tout l'enjeu de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, de négocier pour éventuellement faire progresser le texte, même si du côté de l'exécutif, on semble dire que ces aménagements, ces adaptations du texte, ils viendront plutôt au moment du débat parlementaire pour ne pas donner l'impression de céder à la rue. On va en reparler dans un instant avec vous, Alexis. On voit toujours ces images en direct, donc ce cortège qui s'était lancé dans les rues parisiennes. Ce sont ces organisations de jeunesse qui manifestent contre la réforme des retraites avec le soutien de la France Insoumise, donc cet après-midi dans les rues de Paris. On parle aussi du calendrier social avec les prochaines mobilisations. On le sait, le 31 janvier, il y aura une nouvelle mobilisation nationale à l'appel de l'intersyndicale. Et après, qu'est-ce qui va se passer après ou avant d'ailleurs? D'autres actions sont prévues. Écoutez Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. Vous allez le voir d'ailleurs, il y aura de toute manière aussi des actions symboliques, des rassemblements, mais aussi donc des grèves. Et on sait que dans certains secteurs, les grèves sont un peu plus visibles que les autres, mais il y a aussi des secteurs qui vont faire grève, et on le verra un petit peu moins, mais vous l'avez dit, que ce soit l'énergie, les transports, la SNCF, la chimie, lorsqu'ils font grève, forcément, on le voit parce que ça a un impact particulier sur l'économie et ça a un impact particulier pour la population. Mais ce qu'on vise, nous, c'est bien évidemment le gouvernement, parce qu'on est toujours dans l'espoir qu'il revienne à la raison et qu'il retire ce projet de réforme qui est particulièrement contesté par quasi la totalité de la population. Et cette mobilisation contre la réforme des retraites, on continue évidemment de la suivre sur BFM TV avec ce rendez-vous mardi à suivre sur notre antenne à 21h. Olivier Véran, Mathilde Panot ou encore Jordan Bardella s'affronteront sur la réforme des retraites et les questions qu'elle soulève. Débat exceptionnel animé par Aurélie Casse et Maxime Switek au lendemain donc de l'examen du projet de loi lors du Conseil des ministres et avant l'arrivée du texte à l'Assemblée nationale. Ensuite, la météo. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. La météo avec VPN Auto, réseau spécialiste de l'occasion récente. VPN Auto, la bonne occasion en toute confiance. La météo avec la gamme NX300 de Numatic. Une batterie lithium, plusieurs machines pour des performances de nettoyage optimales. Le département des Landes reste toujours placé en vigilance orange par Météo France. Les cours d'eau réagissent toujours, mais le temps est redevenu sec. On retrouve donc un temps plutôt calme. Attention, cela dit, on a encore quelques flocons qui pourraient voltiger dans le courant de cette journée de samedi des Pyrénées en montant sur l'Auvergne, mais ils se concentrent essentiellement sur les Pyrénées. Puis demain, encore quelques flocons sur le quart nord-est, sur le centre-est. Au lever du jour, attention, quelques brouillards givants sur l'Auvergne ou encore sur le sud-ouest. D'une manière générale, ce sera nuageux en remontant sur le Nord-Pas-de-Calais, mais de belles éclaircies reviennent par
par l'ouest. Beaucoup de vent sur le littoral méditerranéen et également sur les crêtes pyrénéennes jusqu'à 100 km/h. Toujours de l'instabilité et de la neige sur la Corse. Et dans l'après-midi, on retrouve sur ce très large quart nord-est encore ces quelques flocons. Toujours de très larges éclaircies plus à l'ouest. Également sur le sud-ouest, toujours ce vent qui se maintient sur le pourtour méditerranéen, sur les crêtes pyrénéennes, également jusqu'à 100 km/h. Les températures, ce sera la journée la plus froide de la semaine. Regardez les valeurs attendues le matin, des gelées généralisées, parfois bien marquées. -6 à Aurillac, on attend -4 degrés à Nantes, -3 à Brest, -2 à Lille, -2 également à Lyon, à Strasbourg, -1 à Paris et même -1 degré du côté de Montpellier, -3 à Marseille dans l'après-midi. Les températures restent très basses pour la saison, 2 degrés seulement à Paris au meilleur moment de l'après-midi. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était la météo avec VPN Auto, réseau spécialiste de l'occasion récente. VPN Auto, la bonne occasion en toute confiance. C'était la météo avec la gamme NX300 de Numatic. Une batterie lithium, plusieurs machines pour des performances de nettoyage optimales. 14h30 sur BFM TV à la une de l'après-midi info. 2 jours après les syndicats, la jeunesse manifeste cet après-midi à son tour contre la réforme des retraites. À Paris, manifestation soutenue par la France Insoumise. Nous retrouverons nos reporters dans le cortège qui s'était lancé de la place de la Bastille direction place de la Nation. Et on parle également avec nos invités en plateau. Quelle suite à la mobilisation contre cette réforme des retraites? Il y a cette date du 31 janvier. D'autres actions sont envisagées avant et après. On va faire le point dans ce journal. De son côté, le gouvernement va-t-il faire des concessions? On en parlera dans un instant. Pas d'accord sur la livraison de chars lourds en Ukraine. Réunis à Berlin, les alliés de l'OTAN n'ont pas trouvé terrain d'entente pour répondre aux demandes de Kiev. Le président Zelensky déplore une indécision qui tue encore plus ses concitoyens. Mais tout d'abord, cette mobilisation sera-t-elle aussi massive que celle de jeudi? En tout cas, ce sont les organisations de jeunesse qui sont rassemblées aujourd'hui à Paris contre cette réforme de retraite, également pour dénoncer la précarité étudiante. Toutes ces associations réunies dans une marche pour nos retraites qui partit à 14h de la place de la Bastille vers la Nation. Mobilisation à l'initiative de ces associations, mais soutenue également par la France Insoumise. On va nos journalistes, nos reporters sur place. Dominique Marie, vous êtes dans ce cortège, en tête du cortège qui est parti il y a quelques minutes maintenant. Ouais. Et vous êtes auprès de ces manifestants aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont nombreux à avoir répondu à l'appel de ces associations de jeunes ? En tout cas, sur ce boulevard, il y a beaucoup de monde, effectivement. La foule est assez compacte, vous la voyez autour de moi. Une foule qui met de l'ambiance, qui chante, qui crie. Vous voyez tous les drapeaux, d'ailleurs, des organisations qui sont représentées. Vous avez parlé, effectivement, des LFI, mais il y a aussi, j'aperçois là-bas, des drapeaux des écologistes, des drapeaux des organisations syndicales. Il y a le NPA Jeunes, il y a le mouvement aussi de Benoît Hamon, qui est représenté à travers la jeunesse, le mouvement Génération. Et puis tout un tas de jeunes gens, ils ont 17, 18 ans. Vous, Julie, vous avez 18 ans, c'est ce que vous m'expliquez. Vous êtes déjà dans la rue pour défendre les retraites. Alors on se dit 18 ans, la retraite c'est loin quand même, mais vous y pensez déjà? Oui, je pense surtout à mes parents aussi parce que mon père était censé bientôt être en retraite, sauf que sa retraite va être décalée à quelques mois. Au final, ça met des plans qui ont été prévus il y a longtemps à l'eau. Et je pense aussi à ma mère qui va être en retraite dans quelques années maintenant, alors que pareil, elle avait prévu d'autres plans. Et je pense aussi au fait que ça va toucher beaucoup de personnes, surtout les personnes aussi qui, par exemple, ont des métiers qui rémunèrent pas très bien ou qui font des métiers très difficiles. Beaucoup meurent avant l'âge de 62 ans ou même de 64 ans. Donc je me dis, au final, on travaille toute une vie et on profite même pas de notre retraite. Donc je trouve ça vraiment dommage et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dans la rue. Alors vous êtes dans la rue aujourd'hui, vous pensez qu'il va y avoir une mobilisation encore plus forte? Parfois dans le passé, il y a des lycées qui ont été bloqués, des choses comme ça. Vous pensez que les gens qui vous entourent, alors vous êtes là, vous êtes mobilisés, mais les jeunes gens qui ne sont pas forcément dans cette manifestation, les lycéens, les étudiants, réfléchissent à tout ça et ils peuvent faire d'autres actions prochainement? Oui, je pense qu'il peut y avoir des blocus dans les lycées, même dans les facs. Je sais qu'il y en a eu, il y a eu par exemple dans ma fac l'année dernière, il y a eu un sorte de blocus où il y a carrément tout un immeuble, toute une sorte de tour où il y avait des gens qui travaillaient, qui a été réquisitionné et ils ont fait carrément, je sais pas comment ça s'appelle ça, ils l'ont bloqué pendant au moins un mois comme si personne ne pouvait rentrer dedans. Donc je pense qu'il y a d'autres, après c'est vrai que c'est pas extrême mais c'était
Mais je pense qu'il peut y avoir d'autres mobilisations qui peuvent être faites, notamment par les jeunes, parce qu'en fait on se rend pas compte, mais il y en a beaucoup qui y pensent déjà. Et voilà. Ok, merci Julie d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Cette marche, vous voyez, qui s'était lancée donc de la place de la Bastille, on est Faubourg Saint-Antoine, nous, et on va se diriger vers Nation et on va continuer à suivre tous ces jeunes gens qui manifestent à côté de plus anciens. On a aperçu quelques retraités quand même qui sont là. Merci beaucoup Dominique Marie. Donc dans ce cortège parisien avec Valentin Rivolier, 11 organisations de jeunesse qui sont présentes cet après-midi, mais pas l'UNEF qui est le principal syndicat étudiant qui ne participe pas aujourd'hui. Christophe Barbier est avec nous, Alexis Cuvillier en plateau. Christophe, on rappelle, cette mobilisation cet après-midi, elle est soutenue par la France Insoumise, par Jean-Luc Mélenchon, qui devrait arriver dans quelques instants. Est-ce que c'est un pari risqué pour lui? Oui, c'est un pari risqué. D'ailleurs, il ne se précipite pas pour se faire remarquer. Ouais. Et la transformation de cette manifestation en vitrine de la jeunesse, ça permet à la France Insoumise d'échapper au procès de récupération. Puisque avoir maintenu la date de cette mobilisation 2 jours après la première grande manifestation des syndicats unis, ça apparaissait comme une maladresse. Comme si le politique venait se mêler un peu trop de social. Une pierre dans le jardin des syndicats. Certains leaders politiques, d'ailleurs de gauche, de la NUPES, ont fait savoir qu'ils désapprouvaient l'organisation de cette manifestation. La transformer en une sorte de camailleux des organisations de jeunesse, c'est plutôt habile. Ça permet aussi de faire oublier à l'opinion ce que la France Insoumise est en train de traverser, c'est-à-dire une crise interne protéiforme avec l'affaire Quatennens, avec une contestation de l'autorité de Jean-Luc Mélenchon et de la nomination de Manuel Bompard, une crise qui s'étend à la NUPES avec la situation actuelle du Parti Socialiste, qui se retrouve déchiré, coupé en deux, avec une incapacité à désigner clairement son chef de file. Bon, tout ça n'est pas bon pour la gauche politique, mais la gauche sociale, en revanche, elle est en forme. Et là, il y a un coup marketing assez bien joué avec ce mélange de drapeaux derrière les jeunes du premier rang. Vous voyez, le mouvement le plus à droite, c'est les Verts. C'est vous dire si on est dans la gauche radicale. On voit Place Publique aussi, ils sont parfois sociodémocrates, mais on voit Génération.s, donc ce qui reste du mouvement de Benoît Hamon, et on voit même le POI, le Parti ouvrier indépendant. Donc Daniel Gluckstein, Parti des travailleurs, l'extrême gauche la plus à gauche, divisé ensuite en 4 courants, communistes, socialistes, trotskistes, anarcho-syndicalistes, et victimes d'une scission. Ils sont encore là, vous voyez, avec une organisation de jeunesse. Fabien Roussel, hors de question pour lui d'être là aujourd'hui. Non, Fabien Roussel était sur la ligne. Le social, c'est les syndicats. C'est le moment des syndicats. On va dans leur cortège en se mettant derrière. On n'essaye pas d'attirer l'attention à nous. Et de ce côté-là, je pense que la France Insoumise a commis une petite maladresse. Cela dit, pour la France Insoumise, comme pour les autres formations de gauche, tout commence le 6 février au Parlement, quand le texte arrivera en débat. On disait justement, Alexis, que... J'ajoute un mot. Oui. Aujourd'hui, c'est le 99e anniversaire de la mort de Lénine. Donc ça prend un sens aussi pour les révolutionnaires. Ouais. Effectivement, Alexis, on le disait, l'ensemble des personnalités politiques de la NUPES n'a pas souhaité participer à cette manifestation aujourd'hui aux côtés de la France Insoumise. Quels sont les points de désaccord qui justement ont fait qu'ils n'ont pas voulu se joindre à cette manifestation jeune? Christophe le disait, il y avait un problème avec ce soutien actif de la France Insoumise sur ce mouvement qui est plutôt organisé aujourd'hui par les organisations syndicales. C'est une forme de mélange des genres, des organisations de jeunesse qui organisent aujourd'hui. Jeudi, c'était les syndicats. Et le soutien actif de la France Insoumise sur la journée d'aujourd'hui posait évidemment un problème. Il ne s'agissait pas de donner trop l'impression d'avoir volé finalement la suite de cette première manche aux syndicats pour la France Insoumise. Et du côté de Jean-Luc Mélenchon, il y a la volonté dans son entourage de ne surtout pas laisser dire que ce serait son intention à lui, chef de file historique, même s'il a pris un peu de recul ces dernières semaines. Ce n'était pas son intention à lui, cette manifestation aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que son entourage dit. C'est aussi un moyen pour la France Insoumise peut-être de ne pas créer de trop grosses attentes, parce que vous savez bien sûr que la comparaison avec jeudi sera forcément défavorable. C'est pas exactement les mêmes organisations, il n'y a pas les mêmes attentes, mais tout de même. Et puis, vous vous souvenez peut-être de cette marche contre le pouvoir d'achat qui avait été organisée en octobre dernier par la France Insoumise et qui n'avait pas été, de l'avis même de certains à gauche, qui n'avait pas été un franc succès, avec environ 30 000 personnes selon la police, 140 000 personnes selon la France Insoumise à Paris. Ça, c'était en octobre. Donc voilà pour cette espèce d'entre-deux un petit peu qui a été choisi, entretenu par LFI. C'est vrai que les autres forces politiques de la NUPES ne sont pas solidaires de cette organisation.
Mais on a pu apercevoir tout à l'heure la députée écologiste Sandra Regol qui était aux côtés de la tête du cortège. Il y a d'autres mouvements politiques que la France Insoumise, tandis qu'on aperçoit là Jean-Luc Mélenchon qui vient se rapprocher, je ne sais pas si vous le devinez sur les images juste derrière Louis Boyard, Jean-Luc Mélenchon qui vient de s'approcher pour serrer quelques mains en tête du cortège. Voilà. Ouais, on le voyait un tout petit peu mieux il y a quelques secondes. Et aux côtés aussi je crois, deviner Mathilde Panot également, qui viennent donc du groupe LFI à l'Assemblée. Absolument, qui viennent donc saluer ces personnalités en tête de cortège et qui laissent donc la tête de cortège aux organisations de la jeunesse, les organisations étudiantes, les organisations lycéennes, dont Louis Boyard, qui est aujourd'hui député LFI, est une ancienne figure. Le cortège vient de passer devant l'ancien Barrio Latino, qui était un haut lieu de la nuit parisienne avec de la musique cubaine. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon est en train de... Tous ces signes, cet alignement des planètes. Alors, avant d'entendre peut-être Jean-Luc Mélenchon dans quelques instants, on va garder bien sûr ces images. On va aller voir Anne-Laure Bons qui est au sein de ce cortège. Et vous êtes, Anne-Laure, aux côtés d'une syndicaliste. Oui, tout à fait. On est avec les représentants des associations étudiantes. La jeunesse est dans la rue, ça c'est certain, et toujours dans une très bonne ambiance. Je suis avec Amy, vous êtes secrétaire de l'Alternative. Amy, concrètement, aujourd'hui, pourquoi vous êtes présent avec tous ces jeunes dans la rue ? Globalement parce qu'en fait le gouvernement il a mis la goutte de trop en fait vis-à-vis de cette réforme des retraites, parce que pour nous c'est justement quelque chose qui s'accumule vis-à-vis de son premier mandat et de son début de deuxième mandat. Aujourd'hui on se mobilise parce qu'en fait cette retraite c'est pas que la retraite pour les vieux, c'est aussi la retraite que nous on va toucher, et la retraite à 64 ans on n'en veut pas que ce soit par solidarité intergénérationnelle ou même par rapport à notre avenir, parce que les vieux qui restent justement à leur poste, c'est des emplois pour nous qui ne sont pas présents, et donc on va justement être au chômage. Et si on devait résumer cette réforme, en fait c'est justement on est étudiant précaire à 20 ans, on est au chômage à 30 ans et on est encore précaire à 64 ans et probablement mort avant même notre retraite. Donc globalement on est là pour un projet de société et pour le défendre. Vous le disiez aussi, cette marche aujourd'hui que vous faites, elle va au-delà de la lutte contre la réforme des retraites. Il y a aussi un quotidien étudiant de plus en plus compliqué, vous le constatez? C'est ça, globalement la précarité étudiante elle est chiffrée, c'est horrible. Aujourd'hui en tant qu'étudiant, on a un étudiant sur deux qui est obligé de travailler, un étudiant sur deux qui ne mange pas à sa faim. Et aujourd'hui le gouvernement de Macron justement il veut mettre en place une réforme des bourses, sauf que cette réforme on sait très bien qu'elle va pas non plus aider les étudiants. Donc globalement on a un gouvernement qui nous attaque de toutes parts, que ce soit en tant qu'étudiant ou justement pour les plus âgés. Et justement en fait on est là pour se mobiliser, que ce soit contre cette réforme de retraite ou contre la réforme des bourses. Je vous remercie Annie, bonne manifestation à vous. Vous l'avez vu aujourd'hui, 2 jours après la grande mobilisation, les associations de jeunesse sont présentes dans ce cortège au nombre de 11. Elles sont mobilisées contre la réforme des retraites, mais aussi au-delà de cette réforme des retraites, contre la précarité étudiante, et pour les lycéens par exemple contre Parcoursup. Si Anne-Laure Bons avec Sébastien Savoie au cœur de ce cortège qu'on continuera évidemment de suivre tout cet après-midi. Christophe Barbier, pour rebondir sur les déclarations de cette jeune militante qui, on peut l'entendre, pose cet argument de avancer l'âge de la retraite, enfin reculer l'âge de départ en retraite, ça fait moins d'emplois pour les jeunes. En revanche, on entend beaucoup, et on l'a vu aussi sur certaines bannières, on a vu cet argument de à 60 ans on est mort en gros quand on arrive à la retraite. Oui. D'où ça sort? Parce que ça revient beaucoup dans le discours des jeunes. Ah oui, ce recul de l'âge de la retraite a créé un rejet qui est presque fantasmatique, et on arrive dans le grand n'importe quoi. On voyait sur le camion en début de cortège 60 ans ou la mort. Non, c'est pas 60 ans ou la mort. Nous sommes dans un pays où on a une espérance de vie bien supérieure à 60 ans. On a dépassé les 80 ans, surtout pour les femmes, grâce à des efforts de santé et grâce à l'amélioration aussi de la vie au travail. Ce qu'ils reprennent comme argument, c'est que les plus pauvres sont morts avant 60 ans. Cette jeune femme qui est étudiante, qui fait des études supérieures, qui se destine à des métiers qui ne seront pas des métiers d'usine, elle est quasiment assurée de vivre longtemps. En tout cas, c'est pas le travail qui pourra lui créer des pépins de santé. En revanche, il reste des métiers de pénibilité physique qui sont généralement ceux où on commence très tôt parce qu'on n'a pas fait d'études supérieures, voire parfois pas même d'études lycéennes. Et ceux-là, oui, ce sont des gens qui sont abîmés par le travail physiquement et qui, une fois partis à la retraite, ont une espérance de vie courte. Et surtout, une espérance de vie en qualité de santé très brève. Parce que vraiment, leur corps subit ces années de travail. C'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est là-dessus qu'il faut travailler pour d'abord
supprimer la pénibilité dans les métiers, grâce au progrès de la robotisation, grâce au progrès de l'ergonomie, grâce surtout à la vigilance de la médecine du travail. Et si on ne peut pas supprimer toutes les pénibilités, récompenser ceux qui sont dans des tâches physiquement pénibles par des trimestres qui leur permettent de partir dès 60 ou 62 ans. C'est là-dessus qu'il faut travailler au Parlement. Mais pas pour qu'une étudiante qui est en fac et qui va avoir, je l'espère, un jour un master, s'inquiète de mourir à 60 ans. Nos voisins travaillent jusqu'à 67 ans. Que je sache, les usines allemandes ne sont pas remplies par des zombies et des fantômes. Olivier Véran, il a dénoncé, je cite, des fake news, notamment concernant la France Insoumise. Il sera mardi sur le plateau de BFM TV pour un débat avec Mathilde Panot, avec Jordan Bardella. Alexis Cuvillier, qu'est-ce que le gouvernement, l'exécutif, peut faire comme concession? Est-ce qu'il a encore des marges de manœuvre pour faire évoluer cette réforme? Si on résume, il y a environ 3 pistes d'évolution ou 3 pistes sur lesquelles, au sein même de la majorité, on estime qu'il peut y avoir des adaptations. Il y a cette fameuse question de la retraite minimum à 85% du SMIC. Il y a eu cette incompréhension un peu fâcheuse lorsque le chiffre de 1 200 € de retraite a été présenté par la Première ministre. Il y a eu une incompréhension entre 1 200 € net et alors donc pas brut, ce qui crée quand même une certaine différence. Certains députés au sein même des groupes Renaissance et Modem se sont un peu inquiétés de ce manque de précision qui remontait pas mal dans leur circonscription. C'est un point sur lequel aussi il peut y avoir un soutien des Républicains si on a la garantie que c'est bien 1 200 € net et non pas brut. Il y a la question de l'index de l'emploi des seniors dans les entreprises. Ça aussi, c'est un chantier que travaille le gouvernement. L'idée, ce serait de le rendre plus coercitif. Mais là, les entreprises, notamment les grandes entreprises, sont plutôt réservées. Puis enfin, le dernier point sur lequel on peut attendre peut-être du mouvement, c'est la question de la gestion des carrières longues, la question de la pénibilité, la question des carrières longues. Il y a ce que certains appellent une injustice dans ce système, c'est que des gens qui ont commencé à travailler, par exemple, autour de l'âge de 20 ans, vont devoir continuer de cotiser 1 an de plus. 44 ans au lieu de 43 ans. Exactement. Ça, c'est un point sur lequel certains, à droite notamment, sont particulièrement remontés. On pense à Aurélien Pradier, le député LR, qui estime qu'il y a là une injustice. Mais a priori, du côté de Bercy et de Matignon, là aussi, un peu de réserve sur une modification sur ce point, car ça coûte beaucoup d'argent. Voilà sur ces pistes en effet d'évolution du texte possible. Évolution du texte qui, on a l'impression de le deviner dans le discours de plusieurs ministres, évolution du texte qui n'interviendrait qu'une fois que ce texte arrive à l'Assemblée et que la discussion parlementaire a commencé. Discussion parlementaire qui doit débuter début février. Effectivement, donc voilà pour le calendrier. On voit toujours ces images en direct de cette mobilisation cet après-midi, donc qui s'est lancée après 14 heures de la place de la Bastille, qui semble stagner pour le moment, toujours du côté du faubourg Saint-Antoine à Paris, avec donc ce premier rang, cette tête de cortège où on voit c'est l'ensemble de ces représentants des associations de jeunes qui sont auprès aussi de ces figures de la France insoumise. On a vu Jean-Luc Mélenchon, on a vu Mathilde Panot, on a vu Louis Boyard également. On va peut-être retrouver nos reporters un peu plus tard dans ce cortège. Mais on voit effectivement donc cette marche qui semble s'arrêter, s'interrompre en tout cas pour le moment. Dominique Marie, vous êtes avec nous, toujours en tête de cortège. Expliquez-nous justement ce qui se passe. On a l'impression que tout le monde s'est arrêté là. Oui, il y a beaucoup de bruit, parce que c'est une jeunesse très vociférante, mais joyeuse, qui proteste contre cette réforme de la retraite. Je me retrouve avec ces jeunes filles qui militent apparemment pour Génération, je crois, c'est ça, Génération au pluriel avec un S. Justement, la Génération, c'est vraiment le sujet, la retraite. Vous êtes jeune, vous pensez déjà à la retraite, parce que vous vous dites quoi? Que vous allez devoir travailler encore plus longtemps que les 64 ans dont on parle aujourd'hui? C'est avant tout pour ça qu'on est là, effectivement. Le fait de décaler l'âge du départ de la retraite, c'est injuste pour nous, c'est injuste pour les femmes, c'est injuste pour les personnes handicapées, c'est injuste pour les personnes les plus précaires. Et du coup, on est là dans la rue pour les soutenir. Ça dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays autour de nous qui ont repoussé l'âge légal de la retraite. D'autres pays, on pense à l'Allemagne, autour de 66-67 ans. Et vous dites non, c'est pas possible pour moi? Oui, on dit clairement non. Et en fait, les autres pays peuvent bien faire ce qu'ils veulent. À un moment donné, c'est la question de quelle société on veut. Est-ce qu'on veut travailler et puis mourir à la fin en ayant un mini sas d'attente?
où est-ce qu'on va avoir une vraie période de vie où tout le monde peut en profiter. Si les autres pays font le premier choix, nous, on est clairement sur le deuxième. Ça dit, l'espérance de vie en France quand même s'est améliorée toutes ces dernières années. Vous-même, vous êtes étudiante, je suppose. Vous n'allez pas sans doute avoir un métier trop physique, peut-être un peu dur mentalement, parce qu'il y a des métiers de cadre qui sont difficiles, mais vous avez plutôt une espérance de vie assez lointaine. Enfin, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. C'est ce que je me souhaite aussi, mais c'est sûr que moi je suis plutôt privilégiée et je crois qu'il faut le reconnaître. Mais c'est aussi pour les personnes comme ça qui sont précaires, qui elles n'auront pas le choix, qui seront peut-être déjà mortes avant de passer à la retraite. Toutes ces aides-soignantes aussi par exemple, qui sont plus en forme, et à 64 ans on va leur dire il faut que vous continuiez à retourner les personnes dont vous vous occupez, à vous occuper d'enfants. C'est pas possible pour ces personnes-là, donc c'est normal qu'on soit là. Merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous. On va continuer évidemment de suivre cette manifestation qui avance tout doucement. C'est vrai qu'on est au tout début du faubourg Saint-Antoine et on se dirige en direction de la place de la Nation. Merci beaucoup Dominique Marie donc au sein de ce cortège. Effectivement, on voit qui est pour l'instant est à nouveau arrêté, qui a fait quelques mètres et donc à nouveau arrêté. Vous voyez ces organisations de la jeunesse, 11 organisations de jeunesse avec l'appui de la France Insoumise ce samedi. Vous voyez notamment Louis Boyard en tête de cortège. Il y a Jean-Luc Mélenchon quelques mètres derrière qui est arrivé il y a quelques minutes. Est-ce qu'il y a une crainte du côté de l'exécutif, Christophe Barbier, sur cette protestation de la jeunesse? Est-ce qu'on craint que ça puisse se propager et prendre une importance? La crainte, c'est sa radicalisation. C'est-à-dire qu'au-delà d'une manifestation, la jeunesse, qui n'étant pas dans le monde du travail, ne peut pas faire grève, décide de transférer la grève sur son lieu d'enseignement et se met à bloquer les établissements. Les blocages de fac, avec des occupations de fac, ça a donné des scènes de violence pas faciles à gérer pour le gouvernement au début du quinquennat précédent. Les occupations de lycées, le blocage des lycées, ça a été très important dans les mouvements sociaux des dernières décennies. Et puis vous savez, il y a quelque chose de rituel, c'est l'entrée dans la vie politique et militante d'une génération. À quel moment on entre? Évidemment, ceux qui ont fait mai 68, ça a marqué toute leur vie. C'est une sorte de tatouage indélébile. Mais vous avez aussi ceux qui ont fait, par exemple, les grandes manifestations de 89-90 contre un ministre de l'Éducation qui s'appelait à l'époque Lionel Jospin. Et puis vous avez ceux qui ont, en 2006, fait chuter Dominique de Villepin avec son CPE, son contrat première embauche. Dominique de Villepin qui était très bien placé comme présidentiable à ce moment-là dans les sondages. Et ça a été terminé pour lui. Donc vous voyez, l'entrée en matière politique et sociale d'une génération, ça se fait par un grand moment collectif, un grand combat mené. Il manque peut-être une figure aussi. Oui. Il n'y a pas de figure parmi ces jeunes aujourd'hui qui émergent. Oui, il faut des figures. Il y a Louis Boyard quand même qui, dans son action lycéenne, maintenant est passé à la vie politique. Il y avait Isabelle Thomas en 86 dans les manifestations contre la loi de Vaquet. Elle est devenue conseillère de François Mitterrand pour le second septennat de Mitterrand. À chaque fois, oui, il y a des figures qui surgissent. Sauf que on est beaucoup plus aujourd'hui dans une esthétique de l'égalité, du réseau. C'est pas pyramidal. Il n'y a pas les délégués fédéraux et puis qui élisent leur chef. Là aussi, cette jeunesse, elle est emblématique d'une génération qui ne supporte plus la hiérarchie et l'organisation. Tout doit être spontané, tout doit être en réseau, horizontal. On retrouve ce qu'on a vu aussi avec les Gilets jaunes qui ont refusé en permanence le leadership d'un tel ou d'une telle jusqu'à couper des têtes quand il le fallait. Alexis, brièvement, on sait que l'exécutif va attendre que le texte arrive à l'Assemblée nationale pour éventuellement l'amender, que le texte va rester en l'état dans ce temps-là. C'est le scénario le plus probable. Ouais. Voilà. Pour répondre quand même aux demandes de cette jeunesse qui se mobilise aujourd'hui, est-ce que c'est par la voix des députés, notamment la France Insoumise, que ça va passer justement à l'Assemblée pour entendre aussi ce que ces jeunes ont à dire aujourd'hui? La crainte du côté de la majorité et aussi du côté de ceux chez LR qui voulaient soutenir d'emblée le gouvernement sur ce projet de réforme, c'était que la France Insoumise soit dans une démarche d'obstruction massive à l'Assemblée. Visiblement, si on se dirige bien vers un texte budgétaire pour la présentation de ce texte qui va être sur un délai raccourci, l'hypothèse d'une obstruction massive, elle est un peu moins importante maintenant, d'autant plus que la France Insoumise, dans ce cas de figure-là, va peut-être justement privilégier un espèce de travail où elle essaiera d'imposer des propositions, surtout si la majorité qui semblait s'être dégagée est finalement fragilisée. Vous savez qu'il y a pas mal d'incertitudes désormais. Il y a des doutes au sein même des groupes Horizon, Modem et Renaissance. Certes, ce sont des doutes qui restent assez minimes, certaines personnalités, mais tout de même, c'est peut-être un signal. Et puis, il y a cette espèce de mystère et d'incompréhension du côté des Républicains qui s'apprêtaient à être au départ un peu en soutien en bloc au niveau des 60 députés. Et finalement, les choses sont un peu moins certaines. Certains députés veulent continuer de pousser leur avantage et de négocier d'autres avancées pour la réforme. On suivra ça.
Merci beaucoup Alexis. Vous restez avec nous sur BFM TV. On va continuer bien sûr à suivre cette mobilisation de ces organisations de jeunesse soutenues par la France Insoumise qui défilent à Paris contre la réforme des retraites. À tout de suite. La BPCO, ou bronchopneumopathie chronique obstructive, est une maladie respiratoire qui s'accompagne d'épisodes d'aggravation. Professeur Bruno Crestani, comment les prendre en charge? L'exacerbation de BPCO nécessite une prise en charge médicale rapide. Il faut rétablir la ventilation dans des bronches qui sont obstruées. On va donc donner des bronchodilatateurs, éventuellement des anti-inflammatoires. On peut être amené à donner également des antibiotiques lorsque c'est nécessaire et de l'oxygène s'il y a une insuffisance respiratoire aiguë. Et d'ailleurs, parfois, il faut aller à l'hôpital. Que faire après une exacerbation? Alors, une fois que l'exacerbation est guérie, c'est le moment de faire le point de sa BPCO. On va voir son pneumologue, vérifier les traitements de fond, vérifier les vaccins et surtout envisager une réadaptation respiratoire qui est une prise en charge globale qui va aider le patient dans le long terme. Merci et à très bientôt pour une nouvelle Minute Santé. C'était le moment de prendre soin de votre santé. GSK, entreprise biopharmaceutique. Unir la science, la technologie et les talents pour devancer ensemble la maladie. C'est les soldes chez Emma, avec jusqu'à moins 50% de réduction. Vous aussi profitez du confort Emma, avec notre fameux matelas, nos oreillers ou nos lits, vous allez adorer. Commandez vite sur emma.fr. Après 10 saisons, les millions de fans de la princesse Wakani vont enfin connaître son secret. Le dernier épisode, c'est ce soir. What is the secret? The secret is... Non mais c'est ça la fin? Mais le secret? Avec l'argent, on peut partir loin. Mais on peut aussi faire avancer les choses ici. Grâce à l'épargne Maïf, 1,2 milliard d'euros ont déjà été investis dans la transition énergétique. Choisir Maïf, c'est choisir une épargne responsable et solidaire. Maïf, assureur militant. Pur Essentiel assainissant pour chasser virus, bactéries, germes et respirer un air plus pur. Pur Essentiel assainissant, c'est 41 huiles essentielles 100% naturelles. Pur Essentiel, l'efficacité à l'état pur. Efficace contre le virus de la Covid-19. Comme j'aime vous souhaite une bonne année 2023. Et qui dit nouvelle année, dit bonne résolution. Alors si vous souhaitez perdre du poids, c'est le moment de vous lancer. Rendez-vous sur comej'aime.fr pour faire votre devis. C'est simple, gratuit et sans engagement. Avec Comme J'aime, vous allez perdre du poids de manière raisonnée, en mangeant de bons plats, parfaitement équilibrés et déjà proportionnés. En plus, tout est livré directement chez vous. Fini les courses, fini la cuisine. Vous n'avez qu'à perdre du poids. Alors appelez le 0800 37 37 37 0800 37 37 37 ou rendez-vous sur comej'aime.fr. Soyez courageuse. Soyez invincible. Soyez imperturbable. Soyez dans le métaverse ou juste sous une petite averse. Soyez comme tout le monde ou soyez comme personne. Pour chacun d'entre vous, nous déployons depuis 35 ans toute notre énergie et nos réseaux. SFR, soyez vous. Comment envisagez-vous l'avenir ? Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes « Interdit aux acteurs et aux chiens ». J'ai changé la donne. Je veux faire partie de quelque chose de plus grand. Je suis là uniquement grâce à moi, pas grâce à eux. Retournement de situation. Wow! J'ai de gros problèmes, Manny. Tous les deux, on va leur en mettre plein la vue. Babylone, actuellement au cinéma. Roche-Beaubois, French Art de Vivre. Écoutons les questions de nos enfants. Pourquoi il est malade? Pourquoi on ne peut pas le soigner?
Pourquoi ils travaillent? Pourquoi ils vont pas à l'école? Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle n'a rien à manger? Nos enfants sont témoins de la souffrance des autres enfants. Il est temps de les écouter. Chaque jour sur le terrain, les équipes d'UNICEF viennent en aide à ces enfants en danger. Pour tous ceux que nous devons sauver, agissez en appelant maintenant le 0801 903 902. Donnez 10 € par mois pour offrir à chaque enfant des aliments nutritifs. 10 € par mois pour recevoir les soins dont il a besoin. Pour avoir la chance d'aller à l'école. Avec 10 € par mois, vous permettez à UNICEF de donner un avenir à chaque enfant en détresse. C'est des enfants comme moi. Il faut les aider. Appelez dès maintenant le 0801 903 902. Merci. S par Sophie Davant. Pour ces 2 ans, plein de nouveautés dans mon magazine S pour se sentir bien et vivre pleinement. À très vite chez votre marchand de journaux. S par Sophie Davant. Il est 15h, merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité de ce samedi. Les organisations de jeunesse soutenues par la France Insoumise qui défilent à Paris contre la réforme des retraites avec l'espoir de rebondir sur le succès de la mobilisation intersyndicale de jeudi. Nous serons sur place dans un instant avec nos reporters. On en parle en plateau avec nos invités. À la une également cette question. Quelle suite donner à la mobilisation syndicale qui a eu lieu jeudi? Il y a cette date du 31 janvier. D'autres actions sont également envisagées avant et après. On va faire le point dans ce journal. De son côté, le gouvernement va-t-il faire des concessions? On en parlera également dans un instant. 2 jours donc après une mobilisation importante jeudi contre la réforme des retraites, nouvelle manifestation aujourd'hui. Cette fois, ce sont les organisations de jeunesse qui se mobilisent, soutenues par la France Insoumise. Ça se passe à Paris, le cortège qui va de Bastille à Nation, qui progresse tranquillement, qui fait des arrêts assez réguliers. Dominique Marie, vous êtes en tête de cortège, vous suivez donc cette manifestation. On va rappeler, Dominique, pourquoi ces jeunes se mobilisent aujourd'hui? Eh bien, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui se mobilisent contre cette réforme de la retraite. Alors ça peut paraître assez surprenant que des jeunes qui ont 18, 20, 22, 23 ans se disent je vais déjà penser à ma retraite. En fait, ils ont fait leur compte, les jeunes. Ils se disent que il y a ce départ légal qui est repoussé, vous le savez, jusqu'à 64 ans. Mais quand on fait des études, c'est pas 64 ans. Parce que si vous souhaitez avoir toutes vos annuités et partir à la retraite avec une retraite décente, à taux plein, eh bien, il va falloir travailler jusqu'à 67 ans. En plus, ceux qu'on croise ici nous disent qu'il y a eu plusieurs réformes des retraites. On s'attend que durant les prochaines années, les prochaines décennies, il y en ait probablement encore une autre qui risque encore de nous frapper. Voilà un peu le discours qui est tenu par les jeunes. Alors, il y a beaucoup de monde, c'est vrai, il y a beaucoup d'organisations qui sont représentées, beaucoup de syndicats étudiants. L'UNEF qui n'a pas appelé, qui est un gros syndicat, ses manifestants, enfin en tout cas ses adhérents à manifester aujourd'hui. Il y a quand même des sections locales qui sont venues. Et puis il y a tout un tas de partis politiques. Il y a notamment, j'aperçois là-bas le drapeau des écologistes. Il y a bien sûr LFI, là-bas vous le voyez, c'est le NPA. Des partis trotskistes aussi un peu plus loin, enfin d'autres partis trotskistes un peu plus loin. Des syndicats, la CGT, on aperçoit un drapeau. Et donc tous ces jeunes qui sont mobilisés, qui se disent on va essayer de créer un rapport de force avec le gouvernement et que si cette réforme n'est pas retirée, on envisage effectivement de discuter en Assemblée Générale, de faire des blocages de lycées, de fac. Alors pour l'instant on n'en est pas là, mais c'est un peu le sentiment effectivement qui ressort de cette manifestation ici, qui se passe de belle manière, avec une ambiance tout à fait bon enfant, une ambiance assez revigorante, je dois vous dire, avec toute cette jeunesse qui est dans la rue à Paris. Merci Dominique Marie, en direct du Faubourg Saint-Antoine à Paris, tout près de la place de la Bastille, avec Valentin Rivolier, tout près de la place de la Bastille, parce qu'effectivement ce cortège se meut pour l'instant de manière assez lente. On y va progressivement et on peut voir la foule qui petit à petit se rend un peu plus compacte dans ces rues. Toujours avec nous Christophe Barbier, éditorialiste politique BFM TV. Nous sommes toujours également avec Alexis Cuvillier du service politique. Christophe, la jeunesse qui est assez peu concernée pour le moment par la retraite, mais qu'on voit très engagée cet après-midi, qui a son mot à dire. Alors peut-être pas toujours de manière très pertinente, on a le sentiment, en tout cas sur les arguments qui sont avancés, mais quelle est la clé, en tout cas, que peut craindre le gouvernement, que peut craindre l'exécutif de cette mobilisation de jeunes? Mais d'abord que ça soit une agrégation de colère, parce qu'on voit bien que ce débat des retraites, c'est pas seulement, comme l'a cru le gouvernement, un débat comptable. Comment financer un système qui va vers des déficits compte tenu de l'évolution de la population active et du nombre de retraités? C'est un débat de société. Qu'est-ce que ça veut dire? Le travail, le bonheur au travail, la pénibilité au travail,
Qu'est-ce que ça veut dire être en retraite et profiter de sa retraite? Est-ce que c'est juste avoir un revenu minimum? Est-ce que c'est avoir une deuxième vie, une véritable deuxième vie post-professionnelle? Et évidemment, en fonction de cet avenir-là, quelle formation on donne aux jeunes pour qu'ils puissent aborder ces décennies qui les attendent. Donc ce problème global, sociétal, le gouvernement ne l'a pas vu venir. Il n'a pas vu venir aussi non plus l'agrégation des colères. C'est qu'on voit bien que c'est une jeunesse qui a été maintenue sous cloche, sous pression, pendant les années de Covid et de confinement, à qui on a infligé une entrée dans la vie d'adulte extrêmement violente à cause de ce confinement et de la crise économique qui y est ajoutée avec l'inflation. Donc cette agrégation de colère, elle peut être inquiétante. Néanmoins, on a là la pointe de la flèche, uniquement. Les jeunes, les plus engagés, les plus militants, fiers de leur drapeau et qui ont envie d'en découdre. Est-ce que la masse étudiante, la masse lycéenne, qui s'inquiète pour son avenir et qui pense de toute façon que ces grands systèmes sociaux bâtis en 1945 pour une macroéconomie industrielle, tout ça, c'est mort, c'est complètement obsolète. Et qui envisagent la vie, eux, ailleurs que dans le décompte des trimestres, des points et de la décote éventuelle. Est-ce que cette masse-là va descendre dans la rue le 31 janvier et éventuellement prêter main forte aux éventuels blocages d'établissements? C'est pas certain du tout, d'autant que s'avance maintenant sur le calendrier le pire adversaire des mobilisations étudiantes et lycéennes, ça s'appelle les vacances. À partir du début février, la France va se mettre en vacances d'hiver par zone en rotation. Et ça, c'est évidemment pas bon pour maintenir un mouvement qui doit absolument réussir avant le printemps. On voyait tout à l'heure sur les images Louis Boyard, le député La France Insoumise du Val-de-Marne. Il disait sur notre antenne tout à l'heure, c'est la jeunesse qui fera la différence. La mobilisation de l'intersyndicale, c'est le fleuve. L'appel des organisations de jeunesse, c'est l'affluent. Alexis Cuvillier, comment l'exécutif perçoit-il cette mobilisation de la jeunesse ? La mobilisation de la jeunesse, c'est un facteur un peu clé pour les prochaines semaines et pour l'avenir de cette contestation par rapport à ce projet de réforme. Ça a beaucoup marqué nos reporters qui étaient dans les cortèges de jeudi. Il y avait des jeunes qui étaient présents dans la manifestation, notamment à Paris, des jeunes de façon assez représentative. Il y avait beaucoup de jeunes dans ces cortèges, mais néanmoins, il n'y a pas eu de symbole fort sur cette première journée. Pas énormément de lycées bloqués, pas de grosses sorties de cortège au niveau des universités. Un responsable d'un mouvement de jeunesse qu'Anthony Lebos interrogeait tout à l'heure sur notre antenne disait il va bien y avoir des assemblées générales qui vont être organisées dans les facultés et ce dès cette semaine pour éventuellement davantage s'organiser pour rejoindre le mouvement le 31. Mais c'est l'une des inconnues des prochaines semaines. C'est vrai que si la jeunesse de façon organisée, j'allais dire, se rassemble, retrouve les cortèges syndicaux, ça donnera probablement une importance encore supérieure au mouvement. C'est pas exactement ce qui s'est passé pour l'instant jeudi, mais on le voit aujourd'hui encore. Il y a la possibilité pour les organisations de jeunes, lycéennes ou étudiantes de réussir à rassembler dans la rue et il faudra donc surveiller ce qui se passera bien sûr et notamment le 31. Et on en profite également pour rappeler, pour constater en tout cas que cette mobilisation se déroule calmement depuis le début, depuis environ 14 heures. Cependant, la préfecture de police à 14h15 a listé 1700 contrôles qui ont été effectués, qui ont donné lieu notamment à 3 interpellations pour port d'armes prohibées aujourd'hui, mais tout se déroule bien, calmement dans ces rues de Paris. Une mobilisation qui sera certes moins massive que celle qui était jeudi, cette mobilisation intersyndicale, mais tout de même, donc la jeunesse aujourd'hui mobilisée et à qui s'associent des partis politiques, Alexis, puisque des leaders de la France Insoumise sont présents. On a vu également des figures du NPA, de Génération, l'ont dit nos reporters également sur place. Ça montre aussi que les partis politiques, au-delà du rassemblement syndical de jeudi, veulent aussi s'associer à cette colère aujourd'hui jeune. Oui, c'est une façon aussi il faut procéder d'une certaine façon à un dosage et à un équilibre. Il ne faut pas donner l'impression que les politiques prennent la main, prennent d'une certaine façon l'avantage sur la mobilisation syndicale. Mais il faut tout de même, pour les politiques et notamment ceux de la France Insoumise, témoigner de leur soutien aux organisations étudiantes et lycéennes qui sont à la manœuvre aujourd'hui. La France Insoumise, l'entourage de Jean-Luc Mélenchon précise bien que ce n'est pas la France Insoumise qui est à l'initiative seule
de cette organisation aujourd'hui, mais il est certain qu'elle a été en soutien actif à l'organisation de cette mobilisation ce samedi 21 janvier. Il y a d'une certaine façon pour Jean-Luc Mélenchon en effet un équilibre à trouver. On a entendu hier sur notre antenne Philippe Martinez, le leader de la CGT, qui, sans complètement condamner ce qui se passe aujourd'hui, était un peu partagé. Ce n'est pas le moment de se diviser, disait-il. Vu la mobilisation de jeudi, tout le monde a compris quelle est la date importante de la semaine. C'est aussi une façon pour la CGT de renvoyer au rendez-vous qui sera important, le rendez-vous de la mobilisation du 31 janvier. Une date qui ne fait pas totalement l'unanimité au sein même des syndicats. Certains se demandent si ce n'est pas un peu trop tard. C'est vrai qu'il y aura pratiquement 15 jours qui se seront écoulés entre la première mobilisation et la deuxième. Peut-être est-ce la raison aussi pour laquelle certains syndicats regardent avec bienveillance aussi ce qui se passe aujourd'hui. C'est une façon de rester présent médiatiquement et de rappeler à l'opinion que le mouvement existe. Et les syndicats appellent leurs organisations, notamment locales, à organiser des débrayages locaux, des mouvements de grève dans les entreprises, de façon à ce qu'il y ait une existence du mouvement d'ici le 31. La date de lundi a été évoquée, 23 janvier, date de présentation du projet en Conseil des ministres, notamment 15h09. Vous êtes bien sur BFM TV. Vous suivez avec nous donc cette mobilisation de la jeunesse, des organisations de jeunesse soutenues par la France Insoumise contre la réforme des retraites. On va partir au sein de ce cortège, on le rappelle, qui à Paris va de la place de la Bastille à la place de la Nation pour rejoindre Anne-Laure Bance avec l'une des participantes à vos côtés, Anne-Laure. Oui, tout à fait. On continue de marcher dans ce cortège, dans cette mobilisation contre la réforme des retraites. Et je suis avec Kitty. Vous êtes retraitée, mais aujourd'hui, vous avez décidé d'être aux côtés de la jeunesse. Pourquoi c'est important d'être présente? Parce que vous étiez aussi mobilisée il y a 2 jours. Donc vous êtes de toutes les mobilisations. Alors, on a fait toutes les mobilisations. On les fera toutes. Je suis aussi à l'appel de LFI, que je soutiens. Et je voulais dire que les choix politiques qui sont faits sont désastreux. Encore une fois, c'est privilégier ceux qui ont beaucoup de rente, ceux qui ont gagné des dividendes. Et au lieu de taxer les super profits, on va prendre aux plus jeunes. Nos gamins, ils n'auront pas de retraite. C'est une vraie catastrophe. Je trouve qu'on méprise la population à un point qui n'est pas acceptable. On a cet âge de 64 ans. Pour vous, c'est impossible. Non. Moi, je vois autour de nous des gens, à 60 ans, ils sont déjà ruinés. À 60 ans, ils ont mal partout. Ceux qui sont dans les usines où on accroche des poulets ou je ne sais quoi, ils sont malades avant d'arriver. Comment voulez-vous faire ça? C'est pas possible. Pas possible. Aujourd'hui, c'est une mobilisation à l'appel aussi de 11 associations de la jeunesse. Oui. La jeunesse aussi qui est contre cette réforme des retraites, pour les personnes qui défilent ici, mais aussi qui ont un quotidien de plus en plus difficile. Est-ce que ça aussi, vous l'entendez, vous comprenez? C'est une lutte qui dépasse la réforme des retraites pour vous? Complètement. Il faut absolument soutenir les jeunes. Nous, on dit que tous les jeunes, tous ceux qui étudient, notamment parce qu'il faut leur laisser le temps d'étudier, il faut qu'ils aient au moins 1063 € par mois. J'ai ma belle-fille qui est obligée de bosser en même temps qu'elle fait ses études. C'est inacceptable. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Merci Kitty pour votre témoignage. Alors, vous voyez, on lâchera rien. Je vous garantis qu'on lâchera rien. Je vous remercie Kitty. Vous voyez donc c'est un cortège qui mobilise, qui est intergénérationnel. Il y a les associations qui représentent la jeunesse, mais aussi des retraités qui ont participé il y a 2 jours auparavant à la grande journée de la mobilisation et qui sont aujourd'hui aux côtés de la jeunesse. Un cortège qui dit bon enfant dans une bonne ambiance et on arrive dans quelques instants place de la Nation. Merci Anne-Laure Bance aux côtés donc de ces participants à cette mobilisation de la jeunesse aujourd'hui avec Sébastien Savoie. Alexis Cuvillier, on a entendu cette personne auprès d'Anne-Laure Bance qui a dit qu'elle avait déjà participé à la mobilisation de jeudi syndicale. On a des informations ce samedi sur l'état d'esprit du gouvernement, de l'exécutif qui prépare une réponse à la forte mobilisation qu'il y avait eu jeudi. Oui, il y a eu un message d'humilité déjà qui s'entendait du côté des ministres, du côté d'Emmanuel Macron qui avait réagi dès jeudi depuis un déplacement en Espagne. Une humilité mais en même temps une détermination parce que c'est ce qu'on nous dit beaucoup dans la majorité. S'il y a un recul dès maintenant, ce ne sera pas un très bon signe, ce serait vraiment concéder le point rapidement à la mobilisation dans la rue et ce serait
pas un très bon signe pour le gouvernement qui pourrait se retrouver ensuite en difficulté. Ce que l'on croit comprendre quand on discute avec les entourages de certains ministres, c'est que maintenant les concessions et les éventuelles adaptations qui pourraient exister sont davantage renvoyées à la partie parlementaire du débat, c'est-à-dire après le 6 février. C'est une façon de ne pas céder ou de ne pas donner l'impression de céder à la rue, même si c'est forcément important la mobilisation préalable, puisque ça impacte un peu la façon dont le gouvernement et la majorité vont enclencher cette discussion au sein du Parlement. Si la mobilisation a été extrêmement importante, la majorité et le gouvernement devront rapidement céder sur certains points devant les autres députés. Si, comme certains le disent, il peut y avoir une usure qui est constatée parce que le 31 janvier c'est dans trop longtemps, parce que les mouvements à la RATP et à la SNCF ne seraient peut-être pas aussi importants que ceux de jeudi, eh bien là, peut-être que la majorité et le gouvernement décideront de faire autrement. Christophe Barbier, on rappelle que pour l'instant, l'opinion est opposée dans sa majorité à cette réforme des retraites. 66% des Français sont opposés à cette réforme selon un dernier sondage ELAB pour BFM TV. Pour l'instant, qu'est-ce qui pourrait faire changer la donne? On sait qu'il y a les vacances qui vont bientôt approcher, les vacances de février. De potentiels blocages pourraient retourner l'opinion. Ça va être important pour les syndicats aussi. Il y a vraiment une notion stratégique de la mobilisation. Oui, d'ailleurs, on voit dans l'hésitation des syndicats sur la voie à suivre pour prolonger le succès de jeudi, on voit cette peur des syndicats de voir l'opinion se retourner si la vie quotidienne des Français est trop ennuyée, trop entravée par la mobilisation sociale. D'où le choix de cette date tardive du 31, d'où l'annonce pour tenir jusqu'au 31 janvier d'actions sporadiques, mais qui ne se porte pas contre les usagers. Par exemple, on entend qu'il pourrait y avoir des livraisons gratuites d'électricité à des hôpitaux. Ça, personne ne sera contre. Qu'il y aura des distributions de tracts, très bien. Qu'il y aura de la présence sur le terrain, parfait. Mais les syndicats sont très vigilants, surtout ne pas avoir l'opinion qui se retourne contre leur action. Du côté du gouvernement, il y a une chose qui est impossible, c'est de renoncer aux 64 ans. Ça serait une défaite politique majeure. Ce qui est possible, comme le disait Alexis, c'est de multiplier les signes positifs en améliorant la périphérie de la réforme autour de ce cœur des 64 ans. Et puis enfin, il y a la ruse calendaire du gouvernement en utilisant un processus législatif qui permette, après 20 jours à l'Assemblée, d'envoyer, j'allais dire, la patate chaude, en tout cas d'envoyer le texte au Sénat, c'est-à-dire de mettre la droite majoritaire au Sénat devant ses propres responsabilités, éventuellement ses contradictions, puisque depuis des années, les sénateurs de droite ne cessent de voter des réformes des retraites difficiles, qui évidemment sont mises en minorité ensuite à l'Assemblée nationale. On va également écouter cette déclaration d'Alexis Corbière, le député La France Insoumise, qui lui aussi fait partie du cortège aujourd'hui en soutien donc à cette jeunesse qui vient dire non à la réforme des retraites, non à la réforme également des bourses, on le rappelle. Aujourd'hui aussi, c'est l'un des mots d'ordre aussi de cette manifestation. Alexis Corbière qui explique pourquoi il faut soutenir la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse, il faut lui donner la parole et je ne suis plus jeune. Mais je crois, pour avoir, y compris moi-même, des enfants, qu'il y a une jeunesse qui effectivement est inquiète sur, vous l'avez dit, la question climatique, mais qui comprend que la crise climatique vient aussi du fait qu'on a un système économique qui détruit la planète elle-même, qui est placé par une accumulation de richesses entre les mains de quelques-uns, des inégalités. Et je dirais que la question des retraites est une illustration de ça. On est un pays qui n'a jamais été aussi riche et pour autant on demande encore à ceux qui travaillent de travailler encore plus. Et je crois que la jeunesse n'a pas envie de ça et elle a bien raison. Elle a envie d'une vie qui est faite, bien sûr, de travail, mais aussi de réussite individuelle et puis de partage. On peut partager. Si on partage, on vivra mieux et on sauvera la planète. Émilie Zapalski nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes communicante, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Quel regard vous portez sur cette manifestation de la jeunesse cet après-midi dans les rues de Paris et, on le rappelle, donc soutenue par la France Insoumise? Je pense que c'est assez important quand même qu'il y ait la jeunesse parce qu'on sait que ça peut débloquer en termes de mobilisation si les jeunes sont là pour un sujet quand même qui les concerne évidemment de près, mais beaucoup plus loin dans le temps. C'est important la jeunesse. Si ça bloque de ce côté-là, ça peut vraiment faire tache d'huile dans ces mouvements. Donc je pense qu'il y a un enjeu très très fort pour la France Insoumise qui est derrière. Les syndicats veulent pas trop qu'il y ait les partis politiques. Ils ont décidé de faire profil bas pour pas faire trop de bruit avant le 19 janvier, jour de mobilisation des syndicats. Ils le font aujourd'hui. Ça se passe plutôt pas mal. Il y a l'air d'avoir du monde. Donc voilà, ça marque les esprits qu'il y a cette mobilisation qui continue. Parce que c'est ça l'enjeu, comme l'a dit Christophe. Il y a deux choses en fait. C'est une espèce de course contre la montre du côté des syndicats et du côté du gouvernement. Les syndicats, c'est maintenir la pression, la mobilisation
Le 31 janvier, c'est un peu loin. Le projet de loi sera présenté le 23 janvier. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir des actions qui continuent à cadencer un petit peu et à marquer les esprits sur la mobilisation? Et côté gouvernement, c'est aussi une course contre la montre, de dérouler, d'essayer de banaliser la réforme, de la faire passer le plus vite possible en 50 jours, puisque c'est un projet de loi de finances rectificatif, et de faire en sorte que ça passe et que la mobilisation, petit à petit, se calme. Mais l'équilibre est très, très subtil, puisque les syndicats, en effet, il ne faut pas qu'ils braquent, et le gouvernement va jouer l'opinion de ce côté-là en disant, regardez, ils bloquent le pays, nous on est responsables, on pense à vos retraites, essayez d'être dans notre camp. Et en effet, Alexis, c'est le calendrier qui est le point critique un peu de toutes ces discussions qui pourraient avoir lieu autour de ce texte de la réforme des retraites. Olivier Dussopt a expliqué qu'il n'y aurait pas de concession avant le début des travaux en commission le 30 janvier. Donc effectivement, il faut tenir d'ici l'ouverture de ces discussions, donc plutôt sur une plateforme parlementaire que de répondre à chaud aux mobilisations dans la rue, mais tout de même, il va falloir y répondre. Oui, à ce moment-là, en effet, au niveau du Parlement et en fonction de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire en fonction de l'ampleur de la mobilisation d'ici au 31 et bien sûr la journée symbolique du mardi 31 janvier sera suivie de près, et bien à ce moment-là, au Parlement, le gouvernement et la majorité arriveront plus ou moins disposés à discuter avec les oppositions et à faire des concessions. Il y a 3 points majeurs qui sont identifiés comme étant de possibles pistes d'aménagement ou d'adaptation. La question de la retraite à 85% du SMIC, le minimum retraite pour ceux qui ont bien effectué des carrières à taux plein, avec cette question des 1200 €, bien 1200 € brut, là c'est ce qui est annoncé. La demande c'est 1200 € net. L'autre piste, c'est la question de l'index sur l'emploi des seniors. Il faudrait, selon les oppositions, le rendre plus coercitif, et un certain nombre de personnalités dans la majorité ne semblent pas complètement opposées à ce principe, même si, évidemment, du côté du MEDEF et des organisations patronales, il y a beaucoup de réserves là-dessus. Et enfin, le 3e point, peut-être celui, j'allais dire le plus important, celui où il y a peut-être le plus la possibilité de faire des choses, c'est la question des carrières longues et de la pénibilité. C'est-à-dire de davantage de donner des garanties de prise en compte de cette pénibilité et de mieux prendre en compte les carrières longues, cette forme d'injustice qui est dénoncée par certains, ces personnes qui ont commencé à travailler à 20 ans et qui vont devoir cotiser 1 an de plus que tous les autres. Voilà des pistes en effet sur lesquelles le gouvernement et la majorité pourront peut-être faire des concessions. Vous restez avec nous en plateau. On va bien sûr continuer à suivre cette mobilisation de cette dizaine d'organisations de jeunes qui défilent cet après-midi dans les rues de Paris, soutenues par la France Insoumise. On y revient. On suit tout ça sur BFM TV. À tout de suite.